Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Les indépendances africaines ont changé la configuration de l'échiquier international, au même titre que les politiques étrangères de ces jeunes nations. Pendant près de 20 ans, l'Afrique portera les grands idéaux dans les girons de sa diplomatie. Entre 1960 et 1980, la décolonisation, la lutte contre la discrimination raciale, la reconnaissance des droits du peuple palestinien, l'établissement d'un nouvel ordre économique international seront au cœur des préoccupations africaines. Ainsi, l'Afrique va porter les grandes espérances du tiers-monde dans les institutions internationales. S'en suivront des années de plans accentués par l'endettement des pouvoirs politiques et marchands, les ingérences des grandes puissances et bien d'autres éléments vont entraver cette démarche commune. Et pourtant, malgré ces difficultés, l'Afrique n'a pas encore dit ses derniers mots, affirment les observateurs et autres spécialistes. Dans ce contexte mondial marqué par de grands bouleversements, l'Afrique semble comme autant des indépendances décidées d'aller d'elle-même et pour elle-même. L'élan de la diplomatie panafricaine est-il en train de renaître de ses cendres est la question à laquelle on tendra de répondre ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de Ahmed Mohamed Hassan, ex-ministre tchadien de la Justice et professeur de droit qui nous rejoint depuis N'Djamena. Bonsoir, monsieur Ahmed Mohamed Hassan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, le plaisir est à moi. Je serai également accompagné de Gamel Abina, expert des questions internationales et journaliste indépendant. Bonsoir Gamel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir et merci pour cette invitation. Et sans plus attendre, on entame le débat. Comme vous savez, l'Afrique, c'est le continent des valeurs. Alors je commencerai avec vous, Ahmed Hassan, vous êtes l'aîné de cette assemblée ce soir. Ma première question. À la lumière des grands bouleversements mondiaux qui est en train de connaître le monde, notamment le conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine justement, quels sont les grands dossiers de l'heure pour la diplomatie africaine? Les grands dossiers de l'heure pour la diplomatie africaine, c'est de s'affirmer et de se repositionner et de préserver son autonomie politique sur la chaîne internationale. L'Afrique fait l'objet de convoitises comme elle l'a depuis la colonisation, les indépendances, comme vous l'avez si bien rappelé. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est une guerre entre l'OTAN et la Russie. C'est une question qui se retrouve comme avant la chute du mur de Berlin entre l'Occident et l'Orient. Et cette situation laisse l'Afrique à la marge et elle devient l'objet de convoitises. Soit Russie, elle développe pour s'occuper de l'accaparation de ce qui reste de l'Afrique. Et donc, l'Afrique devient un terrain de convoitise. Dans ce cas, il faudrait qu'elle se débatte pour maintenir son autonomie et préserver son indépendance, même si elle est factice. Et elle ne sait pas comment se positionner. Il se trouve que l'OTAN comprend les anciennes puissances colonisatrices et qui ont encore une certaine influence sur la politique intérieure et extérieure africaine, mais qui pèse lourd sur le devenir de l'Afrique. Et alors, face à cela, l'Afrique doit s'affirmer. Mais de l'autre côté, il y a la Russie qui se positionne en un nouveau partenaire qui convoite l'Afrique et qui propose à l'Afrique une sorte de sortie, comme elle a été toujours depuis l'Union soviétique. Et l'Afrique est en train, et dans ce côté-là, l'Afrique est en train de s'affirmer. Et elle-même, elle a ses propres handicaps internes. Corruption, économie grandissante, mais gangrénée par la corruption, dévolution dépourvu de légitimité réelle démocratique et autres, dépourvu de légitimité réelle populaire et démocratique, et guerre de leadership entre certaines puissances qui s'affirment, entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, ou encore l'Algérie, le Maroc. De l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le jeu est aussi sur deux volets, que ce soit le volet interne et le volet externe pour l'Afrique? Absolument, absolument. C'est pour ça que je l'ai rappelé. Il y a le volet interne, propre à l'Afrique, et elle a des choses à nettoyer en elle-même. On se dit en Afrique comme un Africain, il faut d'abord balayer devant sa case avant de traiter les autres de sales.
Très bien. Je passe à Gamel Abina. Gamel Abina, les conflits armés, autres abcès sécuritaires, interventions étrangères, calamités naturelles sont quasi automatiquement qualifiés d'endémiques dans le continent africain. À votre avis, pourquoi est-ce que dès qu'il est question de l'Afrique, c'est la première image qu'on a en tête? Simplement parce que l'Afrique a été malmenée pendant les 60 dernières années, après ces indépendances qui ont été parfois téléguidées. Simplement parce que l'Afrique a été spoliée de ses richesses avec des endettements records dont on vient de parler à l'instant. Effectivement, on a endetté l'Afrique à telle enseigne qu'aujourd'hui, elle n'a payé que l'intérêt de la dette, non pas le principal. Et puis surtout parce que dans des pays en voie de développement, c'était le cas pour l'essentiel des pays africains, lorsqu'il y a effectivement un tremblement de terre ou une guerre ou une paix, c'est tout de suite des proportions abyssales en termes de pertes économiques évidemment, mais humaines, puisqu'il n'y a pas de moyens réels pour pouvoir faire face à des calamités. Quand il y a un tremblement de terre, par exemple, c'est immédiatement le monde entier qui se propose d'aider assez mollement, en vérité, l'Afrique pour faire face à une situation difficile. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est pourquoi l'Afrique, avec un PIB de moins de 3 000 milliards de dollars, c'est rien du tout. C'est même pas le PIB de la France. Et bien pourquoi le continent africain, dans son ensemble, après 60 ans d'indépendance, en étant le plus riche au monde en termes de ressources, se retrouve dans une situation difficile en termes de capacité de réaction dès qu'il y a une difficulté, sans parler évidemment des guerres téléguidées qui sont très souvent provoquées par l'étranger. Est-ce que c'est pour justement mettre fin à une nouvelle forme ou à une forme de développement d'une pensée stratégique afro-africaine? Alors oui, effectivement, il y a une question qui s'est posée, Sankara l'avait évoqué lui-même, parce qu'il avait proposé un modèle alternatif à cette espèce de mise sous tutelle économique où on n'apprend pas évidemment un pêcheur à pêcher, mais on lui donne un poisson jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. L'idée, c'est quoi? C'est que Sankara disait qu'il fallait produire africain pour produire africain, consommer africain et se rendre autonome avec ses propres moyens de richesse et un développement qui soit non seulement contrôlé, maîtrisé, mais surtout un développement qui prenne le temps de se faire, parce que l'Occident s'est développé avec il a fallu 300 à 400 ans pour obtenir ce qu'on demande aux Africains en moins de 60 ans. Donc c'est une première des choses. Et deuxième chose, effectivement, ça arrange les Occidentaux d'avoir un véritable marché à ciel ouvert dans lequel ils viennent puiser des ressources, des matières premières et autres gazières et pétrolières. Et de l'autre côté, ils leur proposent des produits manufacturés qui leur coûtent beaucoup plus cher à l'achat, alors que la vente des produits de matières premières est beaucoup moins chère. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que l'Afrique a été mise sous tutelle économique? Oui. Est-ce que c'est un néocolonialisme économique? Oui. Et les pays qui ne répondent pas à ces impératifs de néocolonialisme, on l'a vu avec la Libye, finissent par être sanctionnés durement, voire détruits. La Libye a été détruite en grande partie et surtout on a détruit l'État libyen dans le sens de l'État structuré que représentait la Jameria. Donc c'est vrai que lorsqu'un pays africain a tendance à relever le nez, on l'a vu à l'époque avec Sankara qu'on a assassiné, avec Lumumba qu'on a assassiné, avec évidemment l'histoire de, même on prend un exemple très concret, la Côte d'Ivoire qui voulait faire sa propre cotation de ses produits de cacao a été sanctionnée très violemment quand ils ont produit le cacao à l'étranger, juste pour casser l'économie. Donc Houphouët-Boigny se croyait pouvoir devenir indépendant, il a été ramené à son rang effectivement de simple producteur, qui n'a pas voix à la parole sur la production de richesse de son pays, sur le prix de vente des produits. Ahmed Hassan, Gamel Abina vient de nous rappeler une bonne partie de l'histoire et de l'ingérence des puissances étrangères dans le continent africain. J'aimerais avoir votre avis sur ce point précis, justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pour mettre un frein à toute pensée de stratégie, nouvelle stratégie africaine, qu'on est en train d'essayer à tout prix de déstabiliser le continent africain et sa diplomatie en particulier? Je salue la pertinence de mon collègue Jamal pour ce rappel historique très fidèle qu'il vient de faire avec brio. Mais justement, c'est pour faire face à ce défi-là. Parce que l'Afrique reste toujours un objet de convoitise et de conquête. Par rapport à ces ressources énormes qu'elle dispose, mais qu'elle ne contrôle ni la souveraineté, ni l'appropriation réelle. Mais bien sûr, les anciens colonisateurs sont cohérents, ils sont logiques. Le contrôle de ces ressources passe par le contrôle de la dévolution du pouvoir en Afrique. Tous les leaders africains qui tentent de relever la tête ou de tenter de prendre leur distance, mais sont automatiquement soit ramenés à l'ordre ou assassinés. Alors, on continue à s'ingérer dans la dévolution du pouvoir. Mais bien sûr, c'est cohérent pour le contrôle et la domination. Mais c'est aux Africains de prendre cette conscience-là, au lieu simplement de se limiter à la dénonciation, de la dénonciation, mais non. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on a fait? Oui, on dénonce, d'accord, l'ingérence de l'extérieur. Oui, mais maintenant comment on s'affirme? Même l'Union africaine, nous ne sommes pas capables, depuis l'OUA jusqu'à l'Union africaine avec Gaddafi et autres, nous ne sommes pas capables de la prendre en charge
nous ne sommes pas capables de régler nos propres problèmes. Non, c'est l'extérieur qui se mêle de nos problèmes, c'est l'extérieur qui gère le fonctionnement budgétaire de l'Union africaine. Mais non, moi je suis de ceux des Africains qui pensent qu'il y a une très grande responsabilité. L'indépendance, la fierté, la dignité et la liberté s'obtiennent grâce à un sacrifice personnel. L'affirmation et la revendication tendant à dire que nous sommes là, on existe. Justement, Ahmed, il y a quelques jours, maintenant qu'on a fait un saut vers le passé, qu'on a compris l'importance justement de comprendre notre histoire pour aller de l'avant. Il y a quelques jours, le président ougandais Yoweri Museveni faisait une visite d'État de 4 jours à Alger, une visite d'amitié, de renforcement de la coopération, une visite qui se voulait, mais qui est surtout un tournant dans la diplomatie africaine. À votre avis, pourquoi cette visite est si importante? Cette visite est extrêmement importante parce que il y a une chose très simple, c'est la référence, parce qu'il y a une prise de conscience de certains leaders africains. J'ai suivi son discours à Alger et en fait, c'est référé. Pourquoi il a choisi Alger? Par rapport à l'histoire de ce pays, l'histoire de ce pays et ce peuple qui a eu son indépendance et sa liberté et sa dignité grâce à des sacrifices, des martyrs. Et ça, tous les Africains en sont fiers et tout le monde le sait. Et par rapport à, c'est pas parce que l'Algérie est seulement le seul modèle en Afrique. Mais non, maintenant c'est l'éveil. C'est l'éveil et ça nous donne espoir. Ça nous donne espoir que certains leaders africains, seuls ils ne peuvent pas s'affirmer. Il faut s'unir avec ceux qui font des efforts internes et qui ont un passé de sacrifice. Et c'est pour cela, c'est le signe de l'éveil. C'est l'éveil et ça donne espoir. Cet éveil, justement, Ahmed Mohamed Hassan, que pensez-vous, quel sera le rôle des pays stables et aussi forts diplomatiquement comme l'Algérie dans cet éveil, justement? D'abord, dans cet éveil, l'Algérie a de grandes leçons à donner à ses frères africains. Beaucoup de grandes leçons à donner par rapport à son passé, par rapport au sacrifice de ses enfants. Et pour son indépendance, son autonomie, pour avoir une emprise réelle sur ses propres ressources. Et là, nous avons beaucoup à apprendre de l'Algérie. On a beaucoup à apprendre de l'Algérie. Et par rapport au sacrifice humain consacré et aux martyrs. Et là, surtout l'Afrique subsaharienne a beaucoup à apprendre. Par rapport à cela, mais je rappelle seulement très récemment les passages des armes sous la table, sous l'ombre entre l'Algérie et la France au Mali. Et par rapport à tout ce qui se passe là-bas, il y a des choses, l'armée tchadienne a intervenu pour préserver l'intégrité territoriale de ce pays-là par rapport à la revendication autonomiste des Arabes du Nord Mali qui préfèrent un État indépendant. Ça sera l'abcès sécuritaire sahélien, je pense, qui s'éloigne un peu de notre sujet, même si au niveau de la diplomatie, on sait que Alger, par exemple, là encore sur ce dossier, fait fil de la médiation internationale pour l'accord issu du processus d'Alger. Je ne peux que rappeler seulement par rapport à ce qui se passe. Et donc l'Algérie a beaucoup à donner et dans sa diplomatie internationale et avec toute la modestie et la politesse, elle n'a pas simplement des leçons. Il ne s'agit pas de donner des leçons à des leaders africains, mais non de donner simplement. Dans la modestie, nous avons beaucoup à apprendre entre nous, plutôt que de chercher la liberté et attendre la main soit vers la Chine ou la Russie comme alternative, ou bien encore à revenir vers les anciennes puissances colonisatrices. Entre nous, nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup de ressources entre nous. Je veux dire des ressources morales, intellectuelles et historiques à tirer des leçons entre nous. Nous avons tout ça disponible chez nous en Afrique pour pouvoir nous façonner et définir notre éveil et notre destin. C'est cela que je voulais dire. Très bien, merci Ahmed Mohamed Hassan. Je passe vers vous, Gamel Abina, je vous pose la même question. À votre avis, quel sera le rôle des puissances comme l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud dans ce renforcement de la marche commune de la diplomatie africaine? Il faut se rappeler que l'Afrique du Sud, c'est d'abord et avant toute chose la libération de la barbarie néocoloniale, raciste qui était le régime de Klerk et du système sud-africain, de ségrégation raciale. Et effectivement, Nelson Mandela a fait ses armes s'est entraîné en Algérie, politiquement mais aussi militairement, et l'Algérie n'a jamais abandonné l'Afrique du Sud. Il y a très peu de pays en Afrique
qui est en dehors des pays du front, hein, évidemment, l'Afrique du Sud. Très peu de pays ont soutenu la libération de l'Afrique du Sud de façon aussi importante que l'Algérie et la Libye. Souvenons de ça parce que, effectivement, Mandela était le premier à dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de pays pour le soutenir militairement, je veux dire. Enfin, politiquement, toute l'Afrique soutenait, mais militairement, très peu, parce qu'ils très peu avaient les moyens de le faire. Aujourd'hui, l'Algérie montrait qu'elle développe une indépendance militaire de plus en plus importante, surtout qu'elle développe une indépendance politique. Son modèle de société n'est pas un modèle néocolonialiste, contrairement à l'idée reçue, et encore moins france-africain. Le seul moyen pour que l'Afrique puisse ressortir de ces questions, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique francophone, hispanophone, lusophone, évidemment anglophone. Ces Afriques-là, diverses et variées, représentent de toute façon, et quoi qu'il en soit, le même continent et les mêmes hommes et les mêmes qualités en termes de capacité de développement. Mais il se trouve que pour qu'on y arrive, il faut se mettre d'accord entre l'extrême nord de l'Afrique, donc l'Algérie en substance, et l'extrême sud de l'Afrique, qui est la première puissance, quasiment la deuxième puissance économique, qui est l'Afrique du Sud. Ces deux modèles ont deux développements de lutte d'indépendance importants. Ils ont mené jusqu'au bout avec le prix du sang. Et ces deux modèles ont les capacités de pouvoir faire en sorte de créer une sorte de fédération africaine économique qui fonctionne comme la ZECAF. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme exemple? D'abord, montrer l'exemple pour commencer, faire en sorte que les pays dans lesquels nous sommes vivent mieux, et surtout affirmer qu'il faut en finir avec le franc CFA, cette monnaie néocolonialiste qui sévit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il faut en finir avec la division économique, faire une banque centrale, ce que voulait Kadhafi dans son temps, faire en sorte qu'on ait une intégration économique régionale qui a démarré depuis 2012, mais qui reste très marginale, c'est que les transports et le pétrole, actuellement le pétrole et le gaz, on n'a pas une véritable intégration économique régionale qui ferait du continent africain, ne serait-ce qu'en production interne, une superpuissance, et surtout faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges du néocolonialisme ou d'autres grandes puissances qui ont les intérêts évidemment en Afrique, mais qui ne doivent pas devenir les parrains de l'Afrique. Le seul parrain autorisé en Afrique doit être l'Afrique elle-même, et pour y parvenir, il faut que les pays, effectivement, commencent à prendre conscience de la richesse de leur population, de la richesse de leur capacité à produire de l'intellect, de la ressource industrielle, de la ressource agricole. Enfin, l'Afrique est un continent qui fait rêver. Pour y parvenir, il faut une bonne fois pour toutes relever la tête, faire comme le disait très bien Lumumba, regarder l'homme blanc dans les yeux et dire c'est fini. Il n'y a pas d'homme supérieur et inférieur, il y a des hommes qui sont déterminés. Et cette image d'un Lumumba combatif, ça lui a coûté la vie, mais c'est vrai qu'il était combatif, cette image de beaucoup de héros de la résistance africaine qui ont toujours été de véritables modèles pour la jeunesse et qui n'ont jamais été perdus, la population les connaît, eh bien cette image doit être redorée avec de la réussite cette fois-ci non seulement évidemment sécuritaire, on doit sécuriser l'Afrique, mais surtout économique, faire en sorte que l'Afrique soit capable, par sa propre production de richesses agricoles et industrielles, de montrer qu'elle est un géant économique mondial. Très bien, merci Gamel. Ahmed, je passe vers vous. Gamel vient aussi, là aussi, de nous faire une mise au point sur le repositionnement ou l'intégration politique économique africaine au même titre, ainsi que les contraintes d'une construction politique, de la construction d'une politique étrangère commune. J'ai une question, Ahmed. Les palais diplomatiques interafricains, on sait que l'Afrique est un continent qui bouge, les présidents, les diplomates ne cessent de bouger et de faire des voyages. Sauf que dans les médias étrangers, on en parle très peu, et même finalement, même s'ils se disent des médias spécialisés, même dans les médias africains, à votre avis, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore pris conscience de l'objectif que vise cette activité diplomatique, je peux qualifier cette ferveur diplomatique africaine. Les médias n'en parlent pas, mais ils n'ont pas intérêt à en parler justement, parce qu'ils ont leur ligne éditoriale, c'est clair, c'est légitime. Donc, moi, je pense que c'est aux Africains. C'est tout ce qu'on vient de rappeler, que ce soit la question de l'indépendance économique, la question du franc CFA, la question de la question des relations diplomatiques communes, d'arrêter les rivalités mesquines entre nous, entre le Nigeria ou l'Afrique du Sud encore, ou entre l'Algérie, le Maroc, ou encore entre les autres pays, le Cameroun et la RDC, ou encore le Congo-Brazzaville. Arrêtez cela. Et donc nous avons beaucoup de ressources diplomatiques, politiques et humaines. Mais le scandale, c'est que nous avons tout. Nous avons le dynamisme d'une jeunesse débordante de ferveur et de formation. Une jeunesse, ça c'est la ressource la plus sûre et la plus importante et stable. Et les ressources économiques non exploitées, non maîtrisées, et où l'extérieur a encore une main mise sur nos ressources économiques et naturelles. Bien évidemment, l'intégration. Nous avons pris conscience. Ouais. L'intégration n'a jamais été une réalité. On a fait des machines d'intégration, CEMAC, CAC ou autres, mais c'est des machines qui ne fonctionnent pas.
c'est resté au niveau protocolaire et au niveau diplomatique, même pas diplomatique, c'est trop dire, ou au niveau simplement cosmétique et des conférences et des costumes. Ça s'arrête là. Mais, très bien. Gamel Abinadon, à votre avis, est-ce que contrecarrer cette image construite par les médias étrangers est un enjeu pour la construction d'un soft power afro-africain? Au-delà du soft power, on a pu l'observer d'ailleurs, c'est souvent les Nord-Américains qui valorisent l'Afrique d'ailleurs. Avec le film Black Panthers, par exemple, on a eu le sentiment qu'il y avait l'Afrique belle qui existait, et elle existe effectivement. Il y a plusieurs éléments. Rappelons tout de même une chose importante. Bon, je suis algérien, ça je ne vais pas m'en cacher. On a inauguré un stade récemment qui s'appelle Nelson Mandela. C'est dire à quel point la Mecque des révolutionnaires des années 70 est toujours active dans le cœur et l'esprit des Algériens. Surtout de se dire que pour faire en sorte que ce soft power fonctionne, il faut un soft power financier. Et on ne peut pas accepter, par exemple, effectivement, les monnaies néocoloniales. Le franc CFA, c'est une plaisanterie. On ne peut pas accepter la langue coloniale. L'Algérie, fort heureusement, ou l'Afrique du Nord en général, a échappé à la langue coloniale française. C'est pas le français, la langue officielle. C'est le berbère et l'arabe, c'est très bien. On ne peut pas échapper non plus à la perte de contrôle de notre souveraineté en termes de production de richesse. Au nom de quoi Chicago donne le prix de la production de blé en Afrique? Au nom de quoi c'est eux qui fixent les prix? Il faut créer un cartel africain dans lequel il y aura une bourse de valeur africaine qui serait, par rapport à Addis Abeba, à Alger, en Afrique du Sud, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'elle soit en Afrique et qu'elle fasse ses propres cotations de valeur. Parce que le coût de production du blé ou du coton en Afrique est largement moins élevé que celui qui est produit en Occident. Au nom de quoi l'Occident va donner le prix de la production? Ça n'est pas normal, tout comme ils ne doivent pas donner le prix du pétrole, et le cartel du pétrole a permis d'éviter cela avec la création de l'OPEP. On doit penser à l'OPEP du gaz aussi, on doit penser aussi à la création de bourses de valeur qui permettent de financer les économies, de lancer les plans d'infrastructure, des grands chantiers. Il y a du travail en Afrique, tout est possible, c'est un continent qui est plein de pépites et d'avenir, mais pour y parvenir, pour avoir ce fameux soft power de l'image africaine d'hommes qui sont dignes et qui relèvent la tête comme d'ailleurs le pays du Burkina Faso, qui est le pays des hommes intègres, c'est la traduction du Burkina Faso. Il faut penser en termes d'intégrité africaine, intégration africaine, unité africaine, création évidemment, retour aux langues d'origine africaine. Il faut arrêter de parler avec des langues du colon. On peut en parler on peut connaître la langue du colon. Il faut parler la langue locale. Les Africains ont de très belles langues. Malheureusement, ils ne se sont pas mis d'accord pour choisir une ou deux langues qui représentent le pays. Et ça fait une création, une sorte de mise sous tutelle de la culture africaine qui est étouffée. Le jour où les Africains produiront leurs propres films avec leur propre langue, leur propre culture, avec leurs propres valeurs éthiques, on va parler même de vestimentaire. Il y a des beaux vêtements en Afrique. Tout ça, c'est des choses qui doivent être valorisées. Mais pour y parvenir, il faut d'abord se mettre d'accord sur un point. Nous sommes Africains, l'Afrique une et indivisible. Travaillons entre Africains et le reste viendra après. Merci Gamel. J'aurais une dernière question à vous poser aux deux, mais il faut qu'on soit bref parce que le temps commence à nous manquer. Blinken s'est rendu en Éthiopie dans le cadre d'une mini-tournée. Il a encouragé cet accord de paix qui est issu d'un processus de médiation afro-africain et sous l'égide de l'ONU. Monsieur Ahmed Mohamed Hassan, on sait très bien que les observateurs n'ont pas hésité à le signaler. Dans ce conflit au nord de l'Éthiopie entre le Tigré et les forces fédérales éthiopiennes, les États-Unis se sont penchés beaucoup plus vers les rebelles du Tigré et là, ils viennent saluer cet accord de paix issu de la médiation africaine. À votre avis, pourquoi cette volte-face? Brièvement, s'il vous plaît. Cette volte-face curieuse parce que les États-Unis voulaient se positionner par rapport à le vide laissé par le continent africain. L'Union africaine n'a pas été capable de prendre en charge ce dossier-là, mais maintenant au niveau des Nations Unies, il était question de l'affirmation de l'identité. On a repris le dossier depuis l'Érythrée. Depuis l'Érythrée, on a pris maintenant les Amara et les Tigrés. Par rapport à cette demande d'autonomie, les États-Unis se sont positionnés. Mais n'oubliez pas que l'Éthiopie pèse lourd, historiquement, pèse lourd sur le continent africain. Les États-Unis voulaient se positionner, mais après ils ont fait une volte-face par rapport à des questions liées à l'Égypte et au Soudan. Et au Soudan, où c'est qui reste du Soudan par rapport au départ du Soudan du Sud. Et voilà la question est très simple. On a trouvé que l'ingérence américaine ne pourrait pas apporter beaucoup de choses et puis Joe Biden l'a compris. Ça a tout de suite changé. Très bien. Le temps commence à nous marquer. Très brièvement, Gamel, s'il vous plaît, sur ce point. J'aimerais avoir votre avis sur ce point, très brièvement.
Alors, première chose, l'Éthiopie, il ne faut pas l'oublier, Addis Abeba est la capitale de l'Union africaine, c'est pas rien. Les États-Unis ont essayé de faire tomber Abiy Ahmed, ils ont échoué, ils ont tenté avec le Tigré de créer une guerre civile à nouveau, alors que l'Algérie, là, il faut se rappeler du rôle de l'Algérie, avait calmé la tension entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ils ont fait la paix, sous l'égide de l'Algérie, c'était un travail assez formidable sur un plan diplomatique. Eh bien, l'Éthiopie est centrale, pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que, en dehors d'une tentative de colonisation qui a duré 4 ans sous Mussolini, une tentative antérieure encore qui a échoué face à Ménélik, eh bien, les Éthiopiens n'ont jamais été colonisés. C'est le seul pays africain qui peut se vanter d'avoir toujours été libre. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils ont leur propre langue, leur propre culture. C'est un pays immense avec 9 États fédérés. C'est un pays qui regorge d'eau, qui est très, très bien placé sur le plan géostratégique, qui est à la corne de l'Afrique. Et l'Éthiopie, c'est un pays qui a su changer de politique avec l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir. Aujourd'hui, l'Éthiopie développe à plein régime son économie avec des zones économiques spéciales chinoises et considère effectivement être un modèle avec ce fameux barrage, cet immense barrage de la renaissance éthiopienne. Donc je pense que l'Éthiopie est un laboratoire intéressant. Les États-Unis ont échoué face à cette déstabilisation. Très bien, merci Gamel, merci. Alors, il ne me reste plus qu'à dire merci à mes invités, merci pour la pertinence de vos réponses. Merci Ahmed Mohamed Hassan de m'avoir accompagné tout au long de ces 26 minutes. Merci Gamel Abina. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du temps qui nous est imparti et c'est la fin de ce numéro de Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente soirée à tous.